Je porte en moi une forte empreinte, celle de l'Alsace. De ma famille, certaines choses se racontent, d'autres sont oubliées. Cette histoire est intime, mais aussi universelle. Voici quelques bribes de l'enfance de mes parents dans la tourmente de l'histoire. Je mélange un petit peu les trucs. Et je veux dire, de parler du coq à l'âne, qu'on soit allemand ou qu'on soit français, les Alsaciens, ils vivent le jour, ils font ce qu'ils ont à faire, le plus humainement possible. Qu'ils soient français ou allemands, ça n'a aucune importance finalement. Ils n'en sont pas traumatisés. On a l'habitude de changer de langue, de changer de nationalité. C'est pas le commun des gens que ça touche. C'est la politique, c'est les soldats, c'est ce qu'on veut. C'est pas les personnes. Et je pense que par rapport au reste des Français de l'intérieur, c'est un peu comme les Bretons, mais on a un fort attachement à la terre, quoi, au pays. Quelle est cette distinction des Français de l'intérieur ? Les Alsaciens se considèrent comme des Français de l'extérieur de la France ? Pour comprendre ce sentiment à part, il faut revenir en arrière. Revenir à l'histoire d'une région longtemps prise entre deux mondes. L'Alsace a été ballottée entre deux nations. Du Moyen-Âge jusqu'au XVIIe siècle, elle fait partie de l'Empire germanique. Ensuite, peu à peu, elle redevient française, avant de redevenir allemande en 1871. En 1919, après la guerre, elle redevient française. Mais derrière ces dates et ces changements de frontières, il y a des vies ordinaires. Entre les deux guerres, les images de famille racontent une période heureuse, presque insouciante. Victor, mon grand-père maternel, partage sa vie avec Madeleine. Ensemble, ils ont 3 filles, Claudia, Edith, ma mère, et Cric. De l'autre côté de la famille, Henri, mon grand-père paternel, est marié à Germaine. De leur union naît Alain, mon père. Mais en 1939, la guerre frappe déjà aux portes de Strasbourg. J'avais 2 ans, mais entre 2 ans et un petit peu plus tard, je sais quand même que sur le plan habillement, j'avais encore des sabots. Avec mes sabots, j'étais au bord du tombeau et quand tout le monde est parti, je n'arrivais pas à partir parce que mes sabots étaient embourbés et que j'avais une frousse bleue de tomber dans le trou du tombeau. J'avais 4 ans en 1939, donc mes souvenirs sont extrêmement faibles. Hein. Je me souviens quand même de l'histoire. J'ai retrouvé ça, Il y a encore un papier là qui va avec les autres. Mes parents ont grandi à l'ombre de la guerre. Je ressens l'héritage alsacien comme un trésor fragile. Cette empreinte n'est pas seulement mienne. Ce sont des souvenirs personnels en écho de 1000 autres destins. Alors moi j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'effectivement... Les Français ont essayé de vider Strasbourg de sa population pour qu'il puisse y avoir la guerre, quoi. Ma famille avait trouvé un gîte, si on peut dire, un logement au fameux Vich, hein, dans la vallée de la Bruche. Ma grand-mère paternelle, Germaine, avait raconté en 2003 ce début de guerre à mon frère Thomas. Papa Cholat disait que c'est impossible de vider la ville de Strasbourg, n'est-ce pas, quand il y avait... impossible. Et Henri a dit il a dû partir déjà avant le 1er septembre. Alors il est parti avec un Vich dans la vallée et il m'a loué une chambre. C'était aussi des vacances, n'est-ce pas? Il a dit écoute, je loue une chambre avant de partir, comme ça je suis tranquille. Au pied du Donon, hein, c'est... Alors il est parti, mais il pouvait revenir pour Noël. On pouvait presque revenir à pied. Et alors tu sais, on croyait... Moi aussi, on croyait qu'on allait gagner très vite. Nous irons prendre notre linge sur la ligne, Siegfried, si on la trouve encore là. C'était vite fait. Strasbourg a été évacuée.
Alors que 300 000 Alsaciens partent par le train vers la France, les deux familles Ginter et Chenal sont restées à l'abri en Alsace. Je n'ai pas souvenir d'avoir souffert de la guerre. Par contre, je sais avoir vu les autres souffrir et que ça m'a fait souffrir moi-même. Parce que de notre maison, on voyait passer les gens avec une petite charrette qui poussait avec tous leurs biens qui étaient dedans et qui se sauvaient, qui essayaient de courir pour se réfugier à la campagne. Ça, je me souviens des gens qui se sauvaient. Mais nous, on était à l'abri, on était cossus, on était très très bien. Chez l'une, qui était donc cette fameuse tante Rose, tante Maria, d'où je voyais les gens passer pour se réfugier, il y avait encore son mari qui était là et qui se planquait pour ne pas avoir été enrôlé. Et moi, j'avais aucune conscience de ça. Pourquoi, si s'il était planqué, il était là, c'est un point, c'est tout. Donc moi, j'ai passé donc, cette jeunesse pendant la guerre, la première année à cet endroit-là. Et là, j'ai encore des souvenirs, mais qui sont aussi des bons souvenirs, hein, puisque j'étais avec mon grand-père, qui était adorable, et qui m'emmenait jouer dans les ruisseaux. Hein. Et puis moi-même, j'avais, ça je me rappelle très bien, je me mettais devant la radio, j'écoutais la musique et je tapais le rythme dans les petites cuillères. C'est vraiment un bon souvenir. Mon père avait été enrôlé chez les Français, hein, chez les Spahis, et son régiment a reculé jusqu'à Marseille, dans l'idée d'aller rejoindre les forces libres d'Algérie. Hein. Mais en fait, il n'a pas eu le temps, parce que Pétain a signé l'armistice, hein. Donc il a été démobilisé, et à partir de ce moment-là, on n'avait plus de nouvelles. Donc on a eu 6 mois qui ont été terribles pour ma mère, où on ne savait pas ce qu'il était devenu. Alors tout le monde rentrait, excepté mon Henri. Mais il pouvait venir à pied. Hein. Alors je dis, je ne rentre pas, sans rang, mais je ne rentre pas. Et en fin de compte, les Allemands nous faisaient des avances. Mais si, venez, rentrez chez vous. Au bout d'un mois, 2 mois, mon père a dit, écoute, il faut rentrer. Cette fois-ci, il avait de la malchance. Oh, mais... et je priais tellement. Quand les Allemands en 1940 avaient gagné la guerre, ils voulaient absolument nous faire revenir à Strasbourg pour peupler la ville et pour pouvoir justement mettre la main sur la population, quoi. Donc on est revenu dans un camion allemand, mais là je n'arrive pas à savoir là, si c'est un souvenir à moi ou si c'est un souvenir de ce que mes parents, enfin, ma mère m'a raconté. Hein. On est revenu dans un camion allemand, il fallait chanter, etc. Et quand on est arrivé de notre maison, on a eu une surprise qui a été extraordinaire pour ma mère. Devant notre maison à Bischheim, il était là. Et ça a été un miracle extraordinaire, quoi. Ouais. Pourquoi j'étais chez les tantes, c'est que mes parents avaient été déportés et mon père étant... Pourquoi, je n'en sais rien, mais je donne comme explication plus tard que mon père étant secrétaire de mairie dans un village où il y avait une entente fraternelle qui n'existe absolument plus, que les catholiques et les protestants partageaient la même église. Un petit peu plus loin, il y avait la synagogue, il y avait les juifs, et on ne faisait absolument aucune distinction dans les religions. Et moi, je pense que mon père et peut-être ma mère aussi ont été déportés parce que mon père devait faire des faux pour protéger les juifs. C'est mon explication. Sinon, je ne sais pas comment ils ont été déportés, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je tente de comprendre par ce fil cousu et décousu pourquoi les 3 filles étaient séparées de leurs parents, chez qui elles étaient.
Les enfants étaient répartis dans la famille, comme par exemple chez les sœurs de Victor, Maria et Rosa. Ma tante Franz, une demi-sœur de maman née après-guerre, m'a raconté que Victor a été arrêté au Donon. Il a marché jusqu'au camp de Schirmeck. Tous les Alsaciens ont de la famille ou des relations côté allemand, et par chance, un militaire haut gradé est intervenu. Victor a rejoint Legelhurst, où il a exercé comme instituteur. J'ai l'impression que j'étais très recherchée, j'étais une enfant très gaie, très agréable, et que j'ai passé de tante en tante qui était contente de m'accueillir. Le mari de tante Maria me dit un jour « Mais si tu n'étais pas chez nous, tu serais à l'orphelinat ». Qu'est-ce que ça m'a fait, ni chaud ni froid. J'ai dit « J'aurais un tas de copines ». Il me dit « Tu serais dans la cour avec tout le monde ». Je me disais en moi-même « C'est merveilleux ». C'est pour dire que j'ai jamais été traumatisée. Par contre, au point de vue déplacement, j'ai donc été aussi en Allemagne un petit peu avec mon père à l'école. Je ne me souviens pas de l'école, mais sinon tout était très bien. Ma maman avait donc eu un cancer du sein. Ma grand-mère Madeleine a accouché de Brigitte à Strasbourg, mais elle est morte rapidement d'un cancer du sein. Maman avait 4 ans. Et j'en sais rien non plus. Tout ça, est-ce que c'était en Allemagne, tout ça. Toujours est-il que quand elle est morte, j'étais à l'époque chez ma tante Loni à Haguenau et qu'on m'a demandé « Est-ce que tu veux venir à l'enterrement ?» Et je ne voulais pas aller à l'enterrement. C'est des trucs, j'aime pas ces trucs émotifs et j'ai pas voulu aller à l'enterrement. Victor a placé Brigitte chez un couple allemand jusqu'à la fin de la guerre. Par contre, après, mon père a demandé que j'aille chez une autre tante, qui était une sœur de ma mère, à Haguenau, où je suis allée à l'école primaire. Je commençais à apprendre à lire et quand je suis arrivée, j'étais très en retard sur les autres de la classe. Et je me rappelle que je m'appliquais à essayer de suivre, les autres allaient beaucoup plus rapidement que moi pour lire, mais que la maîtresse était extrêmement bienveillante et que moi je travaillais avec grand plaisir. Je ne voulais pas être aidée par ma tante dans les devoirs à la maison pour que la maîtresse sache où j'en suis. Mais je pense que j'ai très bien rattrapé le niveau. Donc c'est pour dire que j'avais un caractère très très optimiste et aucun souvenir de malheur. Maman retrouve ses souvenirs d'enfance et son caractère d'antan. Il me reste encore beaucoup de questions à aborder. La boîte à souvenirs vient de s'ouvrir. La guerre et ses dangers sont encore là. En tout cas, moi j'étais quand même déjà en âge où on se rappelle de ce qu'on mange. Hein, et j'ai un souvenir de ce fameux Schwarzbrot, c'est-à-dire le pain noir, qui était le seul pain qu'on avait puisqu'il n'y avait plus de farine. Il y avait des cartes d'alimentation. On avait des points pour avoir 100 grammes de viande par semaine ou quelque chose comme ça, ou des œufs. Pour remédier à ça, mes parents faisaient des razzias à la campagne. Et ils essayaient d'acheter, ou plus souvent d'échanger des objets contre des œufs, du lard et de la farine. Mais tout ça en cachette, parce qu'évidemment, si on ne se faisait pas assez, on se faisait envoyer au camp de redressement. Hein. Les histoires de ma famille se perdent dans l'air et le silence. Le quotidien n'était pas facile, mais autour d'eux, la famille a veillé à ce que leur enfance garde la couleur du jeu, même sous la tempête de l'histoire. À l'époque, j'habitais chez une autre tante
toujours à Aubernais. La première tante, c'était tante Maria, qui était une sœur de mon père. La deuxième, celle dont je parle maintenant, c'était tante Rosa, qui est d'ailleurs aussi la sœur aînée de mon père. Et le soir, pour manger, il faisait déjà nuit, on avait un récipient sur le poêle. Et on n'avait pas beaucoup de lumière, voire très très peu de lumière. Et ma tante avait dit, pousse le repas sur le poêle pour qu'il chauffe. Ne le pousse pas trop parce que le poêle est petit. Et puis moi, très, très spontané, je me dis, mais ce truc tient très très bien sur le poêle. Et j'ai poussé et c'est tombé par terre. Et ma tante a été tellement fâchée qu'elle a dit, bah, tu n'auras rien à manger. Et mon oncle, qui habitait encore, était là aussi, dit, mais non, tu ne peux pas la priver de manger. Moi, j'ai dit, mais non, ça ne fait rien, je n'ai pas faim. Et je n'en ai absolument pas souffert. Mais je regrette d'avoir renversé et donc on n'avait pas de lumière. On avait beaucoup de pannes d'électricité. Donc, je me rappelle très bien de cette boîte de conserve avec une petite douille de fusil soudée dessus, et on mettait ce qu'on appelle le carbide, mais je ne me rappelle plus ce que c'est. C'est un truc qui, quand tu mets de l'eau dessus, ça sonne un gaz qui brûle. Ça ne sentait pas très bon, mais c'était le seul moyen d'éclairage qu'on avait, et on passait nos soirées à jouer aux petits jeux, aux petites cartes avec la tante Alice, etc. Et ça, là, c'était dans la cuisine, et je me rappelle très bien de cette image qui était quand même aussi un peu traumatisante, hein, de la petite lumière, qui était la seule lumière de la maison. Voilà. Qui m'a fait renverser la soupe. Et dans le même ordre d'idée, le Kohlenglau, c'était un avant-goût des économies d'énergie, hein, puisque le Kohlenglau, c'est le charbon. On était restrictionné à un certain nombre de kilos de charbon par famille, et donc il fallait économiser l'énergie du charbon pour le feu. Donc on avait qu'un feu dans la maison, c'était la cuisinière. Sauf les grandes fêtes, on chauffait la salle à manger avec du bois. C'était un événement. On ne devait pas allumer la lumière la nuit pour ne pas voir clair. Bon, à cause des avions. Ben, je ne sais pas. Si, c'est à cause des bombardements. Il y avait ces fameux Stukas, c'était les avions de chasse allemands, dont la technique consistait à partir en piqué sur leur objectif, et ça faisait, ils mettaient une sirène en route, et ça faisait un bruit absolument traumatisant de l'aigu jusqu'au moment où ils arrivaient en bas, hein, et parce qu'ils attaquaient le centre ferroviaire de Vichy. C'était en pleine guerre, hein, où on avait très peu à manger, hein, et les prisonniers allemands, qui étaient des Russes, hein, ils étaient aux travaux forcés aussi. Hein, et donc, il était obligé de travailler dans la Werkstatt, c'est-à-dire l'atelier ferroviaire de Bischheim. Et comme ils n'avaient rien à manger, les enfants les guettaient pour leur donner en cachette quelque chose à manger. Et en récompense, eux, pour se passer le temps, ils sculptaient de jolies petites figurines en bois qu'ils nous donnaient en échange. Les Allemands chantaient, les soldats chantaient tout le temps, quoi, hein. Donc ils voulaient nous faire participer, c'était une manière de nous intégrer, quoi. Mais ils étaient très gentils aussi, les soldats, en tant que personnes. Il y a une grosse différence entre les vrais nazis, les SS, hein, qui essayaient absolument de nous nazifier, quoi, hein. Ils interdisaient de toute façon, dans tous les services publics, en public, il était interdit de parler alsacien.
ou de parler français. Évidemment, français. On parlait alsacien, mais dans l'alsacien, il y a des mots français. Et les Allemands n'étaient pas contents hein, quand ils entendaient un mot français. Dankeschön. Adieu, Frau Müller. Au revoir, madame. Merci. Hören Sie mal, Sie wissen doch, dass es verboten ist, Französisch zu sprechen. Ich habe ja gar nichts gesagt. Doch, Sie haben Oma gesagt, und ein Wort Französisch ist schon zu viel. Mais merci, c'est aussi un mot alsacien. Moi, je fais 3 ans de primaire en allemand. Hein. Mais heureusement, mes parents continuaient à me parler en français à la maison. Mais c'était strictement interdit. On n'avait pas le droit de parler le français. La résistance s'exprime par la langue. De nombreux Alsaciens s'opposent aux nazis. Ils adoptent des comportements de transgression visant à faire comprendre leur refus du nazisme et leur attachement à la France. Ils sont réprimés par les autorités qui n'hésitent pas à envoyer leurs auteurs au camp de rééducation, comme celui de Schirmeck. Tout ce qui rappelait la France était interdit. Donc ça a commencé par le béret, hein, je portais un béret. Et puis je me rappelle un souvenir, parce que c'était pas très, très agréable, pour me donner un autre bonnet. Ma mère m'avait acheté un calot de marine allemande avec dessus un des grands croiseurs allemands qui venait d'être coulé par les Alliés. Alors évidemment, tout le monde rigolait parce que tout le monde était au courant. Il y avait cette résistance passive qui prenait des côtés ridicules, quoi. Par exemple, on était tous obligés d'afficher un drapeau allemand à la maison. Et ça, je me rappelle très bien avoir participé en tant qu'enfant à la fabrication de ce drapeau allemand. Alors, c'était un drapeau rouge avec la croix gammée au milieu. Donc, comme on n'avait pas de drap rouge, on a pris la ceinture de Spahis que mon père avait conservée. Ça fait 30 cm de large. Et on a découpé un bout et on a pris un petit fanion en papier où on a découpé la croix gammée sur fond blanc et on l'a épinglé dessus. Et on a mis sur un manche à balai et ce drapeau-là, on a sorti tout en haut dans la fenêtre du grenier. Alors ça, je me rappelle très bien de cette image, quoi, de ce drapeau ridicule, et tout le monde rigolait en passant, quoi. Bon, mais on avait obéi, quoi, au truc. Donc, ma mère a eu cette idée-là, c'est de me faire pousser exactement la même petite mèche. Alors donc tout le monde rigolait parce que et puis en plus pour qu'elle tienne à l'endroit où il faut, elle avait mis une barrette. Alors moi ça m'aidait pas parce que ça me donnait une tête de fille hein, et donc les copains c'était pas agréable quoi de me faire traiter de fille. Mais les gens ils comprenaient très bien que c'était une caricature de Hitler quoi. Dans son journal, ma grand-maman Germaine raconte: le 14 juillet 1944, on était encore allemand, mais on fêtait toujours le 14 juillet entre amis. On était un peu gai, en attendant enfin la fin. On chantait en français. Et voilà qu'on cogne à la porte, et le surveillant du quartier était en colère et gueule: mais vous êtes fous de fêter le 14 juillet. Et nous, tout innocents: mais on fête la Saint-Henri, c'est le 13. Et l'autre: vous l'avez échappé belle. Le danger de se faire arrêter est là, à chaque instant, et n'épargne pas mon grand-père, Henri. Il était technicien, il a travaillé au port autonome pour réparer les voies ferrées. Et il avait vraiment une tête de Français, parce qu'au début, en particulier, il avait gardé la petite moustache à la parisienne, hein, donc, il s'est fait repérer, quoi. Il a refusé d'adhérer au parti nazi, hein, parce que normalement, les fonctionnaires
était obligé le grand-père aussi, d'ailleurs le grand-père Sherman, et donc il s'était fait repérer, et un jour ils l'ont arrêté en disant il est trop français de conviction, et ils l'ont envoyé dans le camp de redressement de Wischheim. Schirmeck, c'était l'antichambre du Struthof. Et le Struthof, c'était un peu comme Dachau, hein. C'était au même niveau d'extermination que Dachau, on n'en revenait pas, quoi. Alors évidemment, on était atterrés, et tout ce que je me rappelle, c'est qu'effectivement, quand je demandais qu'est-ce que devenait mon père, on disait qu'il travaillait au chemin de fer de Schirmeck. Alors effectivement, il travaillait au chemin de fer de Schirmeck, mais il ne nous a jamais raconté comment ça s'est passé. Sinon qu'il est revenu avec un cancer, on ne parlait pas de cancer, un ulcère à l'estomac, et qu'il a dû se faire opérer de la moitié de l'estomac, quoi. Eh ben, et alors, à la même époque, là où on habitait à l'époque, ma tante faisait presque une déprime, elle pleurait parce que son fils unique avait été enrôlé je ne sais où et elle n'avait pas de nouvelles. Et elle était voir une voyante qui lui avait dit « N'aie pas peur, ton fils a changé de nom et il est tout à fait en bonne santé. » Et c'est ce qui était arrivé d'ailleurs. Je voudrais revenir sur l'histoire de l'enrôlement dans l'armée allemande, hein, parce que j'avais un oncle Marcel, qui vivait avec nous dans la même maison, hein, à Bischheim, avec ma tante, et il était d'âge à faire le service militaire allemand. Et donc, à un moment donné, ils l'ont interpellé, et donc à ce moment-là, il y avait deux choix, hein, où il se laissait faire, hein, et donc il devenait soldat allemand, ou bien il essayait de passer en France. Il y a beaucoup de gens qui, à ce moment-là, ont essayé de passer en France, ils ont plus ou moins été rattrapés ou pas, hein, mais c'était un risque énorme. Et c'était aussi un risque pour la famille, parce qu'après, il y avait la rétorsion vis-à-vis de la famille, quoi, qui risquait de se faire déporter, etc. Et ce qu'il m'a raconté, hein, c'est que, parce que là, ça fait un trou, hein, puisqu'on vivait tout ensemble, donc c'est pour ça que ça m'est resté. Et il a réussi à revenir, à ne pas mourir là-bas, parce qu'il les a envoyés sur le front russe, hein, pour qu'ils ne passent pas, qu'ils n'aient pas l'idée de trahir et de passer en France, quoi. Voilà. Donc, et là-bas, c'était la Sibérie, c'était extrêmement dur, hein, mais il a réussi à revenir parce qu'il a été blessé. Donc, ça a été un grand événement quand il est revenu, quoi. Écoute, c'était Joseph, il n'était pas mort, mais ce gars, il revenait de l'Afrique, alors il dit « Oh, maintenant j'irai en Russie, au moins je n'aurai plus si chaud. » Eh bien, à propos du front russe, ma mère Rose avait deux frères, dont l'un a été envoyé au front russe, et ça devait être le mari de ma tante Denise, et le deuxième fils s'est sans doute sauvé pour aller dans le maquis, et les deux fils ont été tués. Les deux frères de ma mère Rose ont été tués pendant la guerre. Et c'est notre génération. Hein. Tu dis que j'étais petite, ben oui, j'étais petite, j'en ai pas souffert, mais je suis quand même consciente de ma tante Denise qui a été veuve 3 fois à 30 ans. Hein, combien de maris, combien de nos grands-mères, combien de leurs garçons, tous ont été tués. On ne peut pas oublier ça. Tu vois, je n'ai pas souffert de la guerre, mais je n'ai quand même pas oublié ce qui s'est passé. Je dirais que je n'ai jamais souffert de la guerre. Je n'ai pas de souvenir d'avoir souffert en quoi que ce soit.
Sinon, en fin de guerre, juste avant la libération, il y a eu un envoi d'avions sur Obernai, où j'habitais à l'époque chez une tante. Et le bruit des avions me traumatisait. Et je me disais que si je l'avais entendu souvent, ou si ça recommence souvent, ça me déboussolerait. Il y avait toujours les sirènes d'alerte. Henri était marié avec Élise. Ouais. Donc ceux-là, c'est ceux de Bourbruche qui tenaient Oui, c'est ça. Oui, mais qui après sont partis à Paris. Les souvenirs de jeunes enfants sont entièrement racontés ou reconstruits. Notre mémoire d'adulte est presque intégralement constituée de souvenirs indirects, des récits, des photos. Ce sont des souvenirs de souvenirs de souvenirs. Quelques images sélectionnées se recomposent en fonction de critères très personnels, comme une caméra qui ne filme qu'avec un angle de vue. Les traumatismes sont enfouis, gravés et inaccessibles. J'ai compris que c'était donc le mari d'Alice. Moi, je n'ai pas le souvenir des sirènes, mais j'ai le souvenir, dans ce que je viens de dire, qu'on s'était réfugié sous les escaliers de la cave, qui allait à la cave, parce que c'est là où on était le mieux à l'abri si la maison était bombardée. Au moment de l'offensive des Alliés, qui, eux, bombardaient toutes les nuits l'Allemagne, et de temps en temps ils se trompaient, c'est comme ça qu'ils ont bombardé Strasbourg, les Alliés. Et donc on avait tout le temps les sirènes, et c'était très traumatisant parce que non seulement le bruit des sirènes, mais il fallait qu'on se réfugie. C'était à ce moment-là à Bischheim, dans notre maison, où il n'y avait qu'un seul endroit sûr, c'était un cellier voûté qui était où on était à l'abri. Et dans la nuit, il fallait descendre dans l'obscurité de la cave pour se réfugier. Et puis on ne savait jamais quand ça se terminait, quoi. Moi, j'ai un souvenir très, très précis parce que mon père, un jour, est revenu de travail, absolument transformé, avec un brassard bleu, blanc, rouge au bras, et il nous dit « si, comme », c'est-à-dire « ils arrivent ». C'est-à-dire les Alliés étaient en vue de Strasbourg, et lui, en tant que FFI, c'est la Force française de l'intérieur, allait leur préparer le terrain pour qu'ils puissent rentrer. Et donc, et très peu après, on a vu les tanks de l'armée française ou américaine, parce qu'ils étaient plus ou moins mêlés, qui sont passés dans la grande rue de Bischheim, et puis qui distribuaient du chocolat et des oranges, quoi. Le 11 novembre 1944, triste souvenir, Henri, qui était parti se cacher, est revenu en cachette pour nous dire qu'ils étaient déjà à Saverne. On n'y croyait plus, et on se réfugiait à la cave. Le matin du 23 novembre, enfin, on entendait les fusillades, des bruits de tanks. Ils venaient enfin par la route de Brumath et entraient à Strasbourg. Mais les Allemands y étaient encore. Mon père, qui travaillait à la mairie, un travail forcé, sortait pour les saluer et se fit durement rabrouer. « Vite à la cave !» Et on ne l'a revu que le soir, revenant à pied. La vraie victoire se fit attendre. Nous vivions sous les bombardements jusqu'en mai. Le 8 mai, on attendait au bureau de Henri que les cloches de la cathédrale sonnent, enfin 6 heures. On fêtait avec mon Kuglopf et le vin que j'avais apporté en vélo. Sans doute qu'on devait être prévenu que les Américains venaient nous délivrer, et j'étais allé dans la grande rue d'Obernai pour assister au défilé des tanks américains, et on nous avait dit que les Américains nous donneraient des biscuits. Et donc j'étais allé et on a accueilli les tanks qui passaient, les soldats des tanks nous faisaient des grands signes et nous donnaient des petits gâteaux. Et j'étais très déçue parce que pour moi, un biscuit, c'était pas un petit gâteau sec, c'était un biscuit. Gros truc, quoi. J'étais assez déçue de ça. Par contre, alors, ces fameux soldats m'avaient invité à venir en haut dans leur tank et je n'ai pas voulu y aller, j'avais peur.
J'avais peur de ces grosses machines, j'avais peur qu'on m'enferme dedans, j'ai pas voulu y aller. Moi, pour voir les défilés à Strasbourg, le défilé de Leclerc, on m'avait fabriqué un petit habit d'Alsacien. Voilà. Mon arrière-grand-père Albert est mort d'une septicémie foudroyante en 1944, après la libération de Strasbourg. L'hôpital ne disposait malheureusement pas encore de pénicilline. La famille souffle, mais pense ses plaies. Pendant qu'on en est à l'après-guerre, donc après la guerre, mon père est donc revenu. Comment, j'en sais rien. Toujours est-il que nous étions de nouveau à Osthofen et que c'est ma grand-mère, la mère de mon père, qui aidait mon père à nous élever. Et après la guerre, comment ça s'est trouvé? Il s'est trouvé que ma petite sœur Brigitte avait été recueillie par des Allemands. Pourquoi et comment, je n'en sais rien. Mais qu'ils nous l'ont rendue après la guerre. Et que cette petite sœur était dans une chaise d'enfant. Donc elle était toute petite encore. Elle avait les bras très potelés. Et à manger, elle remuait ses bras et ses jambes. Et elle voulait des Kartoffeln, Kartoffeln. Alors qu'elle était encore bébé. Et qu'elle parlait aussi bien, ça m'étonne maintenant. Donc je me dis, quel âge avait-elle? Et quand ma petite sœur voulait des Kartoffeln, Kartoffeln, ma grand-mère la rabroue en disant « Chez nous, on ne parle pas comme ça, on dit Krompeere ». Ça veut dire alsacien, des pommes de terre. Voilà. Et ces fameux Allemands qui nous ont rendu la petite sœur, nous sommes allés les voir une fois. Et j'ai le souvenir qu'ils devaient habiter sur un barrage d'eau, parce que je me souviens des machines là. Et ces Allemands auraient beaucoup voulu avoir des relations avec nous. Ils nous avaient envoyé des cache-nez, des pulls tricotés à la main, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas, comme maintenant, on achetait tout. Et ils nous avaient beaucoup gâtés, et mon père n'a jamais voulu avoir de relations. Eh bien, je dirais, est-ce que ça a été bien vu? J'ai le sentiment que ma famille, les sœurs donc de mon père, qui m'ont accueilli, le méprisaient, parce que s'il a été déporté, c'est qu'il était con. Il avait qu'à se débrouiller pour se débrouiller à ne pas être déporté. Donc s'il a été déporté, c'est qu'il était con. Attendez. Et alors, après-guerre, j'ai quand même le souvenir aussi que mon père n'a jamais voulu être déclaré comme déporté parce qu'il avait été témoin, ou il avait accepté d'être témoin pour défendre une mère d'élèves allemande. Donc quand il enseignait en allemand, cette mère d'élèves avait dû être kidnappée par les Français, ou je ne sais pas par qui. Elle était dans un tribunal pour être jugée comme collaboratrice avec non seulement les nazis, mais ceux qui les exterminent, là, je sais comment on les appelle. Les SS. Qu'elle était collaboratrice, et mon père l'a défendue, et il n'a jamais voulu être reconnu comme déporté, parce qu'il a dit, s'il faisait une enquête sur moi, il dirait encore que moi aussi j'ai collaboré, puisque j'ai défendu une Allemande. Oui, c'est l'épuration, hein, ce qu'on appelle l'épuration. Hein. Ça, beaucoup de gens ont souffert de ça. Par contre, oui, après la guerre, l'épuration, on accusait à tout noir ou tout blanc. Tout n'était pas blanc. Mon père était un humain et il n'a pas supporté qu'on accuse quelqu'un à tort. Mais mon père n'a jamais voulu parler de la guerre. Donc pendant j'en sais rien, mais après non plus, mon père n'a jamais raconté, n'a jamais voulu en parler.
En 1945, enfin, la page de la guerre se tourne. Il faut oublier, reconstruire, vivre, revivre. Par rapport aux Allemands. Et puis il y a eu une réaction par rapport à ce qu'on a vécu. Là, j'ai le souvenir, parce que là, j'avais quand même déjà un âge pour comprendre. Mes parents m'emmenaient à ce théâtre de Germain Müller, où on rigolait de tout ce qu'on avait vécu. Henri en alsacien se prononce Henri. Hey, Henri! Henri! Henri, hein? Un H très fort, un H aspiré, hein? Henri, encore une fois, oui. Henri! Le R aussi, hein? Le R aussi très fort, hein? Très marqué, le R. Henri! Il en est des airs en alsacien comme des électeurs. Il faut les rouler. Parce que l'alsacien, finalement, était malvenu. Ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce langage? Ils veulent être français, ils veulent être français, ils parlent allemand. Hein, ils ne faisaient pas la différence. Hein. Et donc, il y avait tout un côté, je dirais, dérisoire qui avait été fait, où on chantait, Germain Müller nous faisait chanter un chant, Wir sind die Letzten, c'est-à-dire nous sommes les derniers qui parlent comme leur bec les a poussés. Ich meine, in der Defa-Wurzel, in unserer elsässischen Wurzel, gibt es Schleich, die wären alle da ein bisschen kleiner und geringer. Jetzt sind es noch so kleine Rädchen. Wir sind Letzte. Warum's gewesen, gewesen. Ça, j'ai ce souvenir, toi aussi. Oui, parce qu'on faisait l'effort de parler français. Et donc, c'était les derniers qui parlaient l'alsacien, comme je disais, c'était les vieux. Nous, les jeunes, on avait oublié l'alsacien. Et c'est ça que rendait dérisoire le chant. Après la guerre, la France avait été tant désirée que parler français en était la condition assumée. La langue alsacienne ne m'a pas été transmise. Mes parents l'ont parfois parlé entre eux, pensant que nous, les enfants, n'allions pas comprendre ces discussions qui se voulaient entre adultes. Et à propos des chants, moi je suis étonnée combien j'ai la mémoire des chants allemands. Sie heißt Lili Marlene, enfin tous ces chants allemands. Et je me demande d'où je les connaissais, comment j'avais entendu ces chants allemands. Je sais pas. Petite ? Oui, mais qu'on en ait la mémoire vieux. On a... C'était la radio allemande. Tu te souviens encore comme air ? Ah ben, il y en a plusieurs. Deux. Qu'est-ce que tu te souviens comme air là ? Comme vor der Kaserne, vor dem großen Tor, da steht eine Laterne, da steht sie noch davor. Wohl sollen wir uns wiedersehen vor der Kaserne, wo wir stehen. Sie heißt Lili Marlene. Ben, je sais encore toutes les paroles de ce chant. C'était un chant d'amoureux devant la caserne. Voilà. Comment se fait-il que je sache ces chants? Enfin bref. Et puis il y en a d'autres que j'entends de temps en temps, les chants de la Libération aussi. J'ai la mémoire de ces chants d'autrefois. Je suis étonnée qu'on ait une mémoire de petite. Donc j'avais 8 ans à la Libération. Qu'à 8 ans, on ait la mémoire, qu'on ait gardé cette mémoire. Alors que quand on est vieux, on n'arrive pas à mémoriser. Mon grand-père, Victor, a récupéré ma maman et ses 3 sœurs après la guerre, seule, sans Madeleine, ma grand-mère, morte pendant la guerre. Le curé de la paroisse a parlé à Rose de la situation de Victor. Rose était prête à adopter les 4 filles. Rose et Victor aimaient la montagne. Rose avait été plusieurs fois à Chamonix, bravant le Mont Blanc de ses jupes. Alors, ils ont choisi, pour voyage de noces en 1946, de faire l'ascension du Mont Blanc. Puis, avec les années, le foyer s'est élargi. J'ai donc eu 3 tantes de plus, Madeleine, Franz, Yette et un oncle Jean. Cette maison-là est à Bourgbruche.
Ce petit village est un des points d'origine de la rencontre de mes parents. Maman y passait ses vacances avec sa famille et mon père aussi. Oui, je voulais revenir sur une chose, c'est que après la guerre, mes parents, mon père a voulu faire aussi un retour aux racines, c'est-à-dire que son père à lui était donc originaire de Bourbruche. Donc, comme on avait besoin de prendre l'air, mon père a récupéré une baraque en bois des Américains qui se vendaient pour 3 fois rien. On a monté ce chalet à Bourbruche, hein, avec notamment un copain dont la famille avait été, il était parmi tous ceux qui ont été déportés dans le Périgord. C'est amusant parce que c'était un grand épisode ça, de la guerre. Et donc on s'est retrouvés donc à avoir ce chalet où toute la famille a passé, à améliorer, etc. Et pour moi, ça reste un souvenir et j'ai sûr que j'ai du mal à m'en séparer, quoi. Et parce qu'il y a trop de souvenirs familiaux et de cette époque où donc Bourbruche était à la frontière entre l'Allemagne et la France et a connu beaucoup de passages de gens qui désertaient et avec les passeurs qui passaient juste dans la montagne au-dessus du chalet, quoi. D'autant plus que mon grand-père était, là ça remonte à 14-18, hein, tenait le restaurant, épicerie dans le village. Et à noter, à propos des passeurs dans le village, qu'au-dessus du chalet, quand on va dans la forêt, il y a de temps en temps encore des pierres qui marquent « Ici a été fusillé un tel » lors des passages. Les deux côtés de la famille ont dû se séparer des résidences de Bourbruche. Nous sommes tous maintenant dispersés en France et dans le monde. Même si nous n'allons plus dans ces lieux où la grande histoire a marqué l'histoire de ma famille, je souhaite garder trace de cette mémoire. Et dans le même ordre d'idées, de planquer quelque chose, quand mon père était dans le village d'Osshofen, qui est donc à côté de Strasbourg, avant d'être déporté, il avait une voiture, et pour que sa voiture ne soit pas confisquée par les Allemands, il l'avait planquée chez un fermier du village, dans le foin d'un fermier, il a récupéré sa voiture après la guerre.